Alors Bertrand Tavernier, si vous êtes en Belgique, si vous êtes à Bruxelles, c'est pour présenter votre dernier film, votre nouveau film, La Princesse de Montpensier, qui est adapté, une adaptation libre d'une nouvelle de Madame de Lafayette. Comment s'est opéré un choix? C'est un choix, c'est un projet qui m'a été proposé par le producteur Eric Eumann et qui avait fait faire une première adaptation de ce... Et j'ai lu d'abord l'adaptation de François-Olivier Rousseau, et après je me suis reporté à la nouvelle que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert une nouvelle, un texte tout à fait magnifique, et en l'examinant de près, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui me plaisaient à l'adaptation, mais qu'on était loin de la nouvelle. Et j'ai eu envie de repartir à zéro. J'ai pris Jean Cosmos, qui est mon complice sur plusieurs films, et je lui ai dit, ben voilà, tirons un film de ça, mais je pense que dans la première adaptation, je sens pas la princesse. Je pense qu'on part sur plein de pistes qui sont pas bien. On passe 35 minutes avec Catherine de Médicis, la cour de France. C'est pas le sujet du film. Le sujet du film, c'est une jeune femme, à l'époque, perdue dans un monde d'hommes et qui va essayer de survivre. Alors justement, on peut faire en quelques minutes le pitch du film. C'est un drame, une histoire d'amour. Oui, c'est une fille qui est cernée par quatre hommes, on peut dire. Oui, et oui. Qui sait Dans pas, une France en pleine guerre de religion. Dans une France en pleine... et catholique, on est sous Charles IX et Catherine de Médicis. C'est ça, on est en 1500, le film commence en 1567, et voilà, et c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour dans une époque très troublée. Mais moi, ce qui me séduit particulièrement dans le film, c'est qu'on n'a jamais l'impression qu'on est dans un film historique. Et là, je voudrais vous demander comment vous arrivez à ce naturel. On n'est pas dans un magasin d'antiquité, on est dans la vie. Comment avez-vous réussi à faire un film historique qui ne sente jamais l'histoire? Et pourtant qui est juste, je pense, puisque les historiens qui l'ont vu trouvent que c'est un film qui rend parfaitement compte de l'époque. Mais c'est ma passion, ça. C'est, disons, le défi que j'essaye de relever à chaque film historique. C'est d'essayer de rendre la caméra contemporaine des sentiments des personnages. C'est-à-dire que je ne me dis pas, je filme une histoire du XVIe siècle. Je ne pense pas au XVIe siècle. Je pense à des personnages et j'essaye que la caméra ne sait pas qu'on est au XVIe siècle. Les personnages ne le savent pas. Voilà. Ça fait une énorme différence quand vous vous dites ça. Je veux regarder ces personnages comme je regarde l'instit de Ça commence aujourd'hui. Il n'y a aucune différence. Comme je regarde les flics de L627 ou les adoptants de Lilola ou Tommy Lee Jones dans La brume électrique, j'essaye de regarder le personnage pour ce qu'il est. Et après, j'essaye qu'autour, le monde dans lequel il vit soit recréé, repensé, évoqué de manière juste. Mais sans qu'il y ait de notion... je veux dire, dans les films historiques, on voit les gens, on les sent admiratifs d'un bout de mobilier qu'ils ont mis dans une scène en disant ça pourrait aller dans un musée. Mais pour les protagonistes, c'est pas un truc qui va dans un musée. C'est juste une chaise sur laquelle ils vont jeter leur manteau et qui vont faire tomber. Voilà. C'est d'oublier le respect, d'oublier l'espèce de côté, de rentrer. Il y a des gens qui rentrent dans le film historique sur la pointe des pieds de peur de réveiller les gens, les fantômes. Et là, vous nous montrez quand même des choses assez incroyables. Je veux dire, c'est notamment cette nuit de noces. Oui. Enfin, on n'apprend pas grand-chose sur la guerre des religions, on n'y comprend pas plus qu'eux. Par contre, la nuit de noces, on n'imaginait pas que ça pouvait se passer comme ça. C'est ce que moi je l'ai découvert. Ça fait partie des choses que j'ignorais avant de commencer le scénario. Et je parle avec un historien et qui me dit les nuits de noces de toutes les familles riches, de toutes les familles étaient publiques. Parce que c'était une transaction commerciale et qu'il fallait être sûr de ne pas être trompé sur la marchandise. Il fallait que la première pénétration soit publique. Alors vous vous rendez compte, à ce moment, quand j'ai su... je me suis dit, mais ça c'est extraordinaire d'imaginer deux personnages très jeunes qui vont être là et qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, comment ils peuvent survivre à un moment comme ça. Comment est-ce qu'on peut survivre
des gens qui n'ont pas été préparés, qui n'ont pas eu d'éducation sentimentale, pas d'éducation sexuelle. Et ça, d'un seul coup, moi, ça m'a fait comprendre 40 scènes de l'histoire de France que je ne saisissais pas. Le fait que des jeunes rois n'arrivaient pas à consommer avec la reine. Mais tout d'un coup, je me dis, mais moi, j'y arriverai jamais. Si on me... Vous vous rendez compte que François Ier, il était assis à côté de son fils lors de la nuit haute pour l'encourager. Il était à 50 cm en disant « Vas-y, maintenant, fais-moi honneur ». Attendez, il faut quand même avoir un tempérament formidable pour résister à ça. Et donc, vous avez consulté un historien Oui. Parce qu'on est quand même surpris, je ne suis peut-être pas le grand fanat de l'histoire de France, même si j'en connais un petit bout, on est quand même surpris du traitement du duc de Guise, futur Henri III. Le duc d'Anjou. De duc d'Anjou, pardon, futur Henri III, ça, c'est parce présenté comme oui, mais c'est parce que vous êtes le produit de la propagande catholique extrémiste, et les dernières biographies, je pourrais vous donner, qui sont publiées sur lui, celle de monsieur Solnon, par exemple, dit, noir sur blanc, son homosexualité n'a jamais été prouvée. Et que ça a été le produit de libelles qui reprochait à ce roi d'être trop pro-protestant, de ne pas prendre le parti, et on l'a avili. On l'a avili, et maintenant, c'est un des rois qui a été les plus détruits. On s'aperçoit qu'on lui doit beaucoup de choses, à commencer par l'introduction de la fourchette. Ça, ce qui est une chose utile dans les mœurs. Hein. Pour un Lyonnais, c'est un peu normal. Mais oui, mais ça, c'est le début des codes des bonnes manières. Il lance. Vous savez, on ne lui a jamais pardonné d'avoir choisi comme successeur Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui était un roi protestant. La partie catholique n'a jamais supporté ça. Il en est mort de ça. Il a été tué par un moine fanatique qui l'a frappé un coup de couteau alors qu'il était sur sa chaise percée. C'est comme ça qu'il est mort. Et on a répandu ce truc d'homosexualité en se basant sur les mignons. Les mignons, c'était des tueurs à gages. C'était ces gardes du corps qui avaient chacun 10, 12, 15 morts à leur actif. Dumas le raconte. Dumas, qui lui aussi se renseignait, montre que c'était des tueurs, c'était des gens, pas du tout des éphèbes. Et voilà, on les appelait les mignons parce que c'était des dandys, parce qu'ils faisaient des concours de rubans sur leurs habits. Et voilà, on les a appelés les mignons, et d'un seul coup, on imagine qu'on est à l'Alcazar et que c'est la cage aux folles avec Michel Serrault. Hein. Bertrand Tavernier, l'invité de ce 18-19 sur Twiz à l'occasion de la sortie prochaine de son nouveau film, le 3 novembre prochain sur nos écrans, La princesse de Montpensier, avec Lambert Wilson, entre autres, et Mélanie Thierry, qui crève l'écran. Hein. Formidable. Ça a été un bonheur de travailler avec elle, un bonheur. Elle est d'une beauté, en plus. Oui. Puis la caméra l'aime, et elle aimait ce personnage, et elle est Monique Chaumette, la femme de Philippe Noiret. Quand je lui ai dit que je prenais Mélanie, il m'a dit « Tu vas voir, tu vas te régaler, c'est un Stradivarius ». Il m'a dit, et c'est un Stradivarius. Vous allez retravailler avec elle alors ? Si je trouve un personnage, si je trouve un personnage, oui, j'ai pour le moment pas de sujet dans la tête, mais j'aurais qu'une envie, retravailler avec tous les acteurs de ce film. C'était pour moi un défi. Je ne prenais que des acteurs avec qui j'avais jamais travaillé. Ce qui est étonnant. Oui. C'est nouveau, puisque vous êtes quand même très, dans les cinéastes français, très fidèle. Je suis fidèle, mais à chaque fois, j'ajoute dans une équipe, j'ajoute des gens. Je vais prendre Louis Ducreux, je vais trouver Dexter Gordon, qui n'était pas un acteur avec qui il avait travaillé avec personne. Où je découvre. J'ai le nombre de gens que j'ai fait débuter, quand même assez énorme, hein, de Christine Pascal à Michel Blanc, en passant par tous les gens du Splendide. Mais là, j'ai tellement aimé travailler avec Grégoire Le Prince Ringuet. Je trouve que c'est un acteur fantastique de modernité intérieure, fantastique. Et ce sont des acteurs qui effacent tout ce que le personnage pourrait avoir de clichés. C'est-à-dire qu'on avait convenu avec lui, je lui avais dit, moi, Philippe, c'est pas du tout un mari jaloux. C'est pas l'histoire d'un mari cocu, c'est l'histoire d'un homme amoureux qui ne sait pas exprimer son amour.
on lui a pas appris. On lui a pas appris à dire je t'aime à une très jeune femme. Il sait se débrouiller sur un champ de bataille. Et c'est pour ça que c'était important de le voir à la guerre. Il sait, là, il n'a aucun problème. Il est dans un château, il est face à... Et il est amoureux. Il ne sait pas trouver le mot qu'il faut. Et ça, à ce moment-là, je suis touché, moi, par le personnage. Il n'y a plus rien à voir avec la jalousie. Ça n'a plus rien à voir. C'est un homme perdu. C'est un homme perdu. Et moi, une des scènes dont je suis le plus fier, c'est leur dernière confrontation, là. Quand il vient lui raconter, lui parler de la lettre, lui lire la lettre de Chabannes, je trouve que Grégoire, là, et Mélanie, les deux, ils sont bouleversants. Alors justement, on peut juste citer à un côté, parce qu'on vient de parler de Mélanie Thierry et de Lambert Wilson, mais donc à leur côté, Grégoire Le Prince Ringuet, Gaspard Ulliel, Raphaël Personnaz. Oui. C'est une cure de jouvence, hein? Oui, oui, c'est une cure de jouvence, mais déjà, je m'étais fait un énorme défi en travaillant dans la brume électrique par la force des choses qu'avec des acteurs que je ne connaissais pas. Là, j'ai continué, j'ai décidé de continuer. Mais c'est déjà contenu dans la nouvelle de Madame de Lafayette qui précise l'extrême jeunesse des personnages. Donc là, il fallait à tout prix suivre ça. Voilà, c'était l'excitation du projet en même temps. Sa difficulté, mais son excitation. Il y a véritablement une jubilation dans le film. Est-ce que... Oui, oui. Ça a été... Ce film a été très difficile à être financé. Ça a été une horreur. J'ai revécu ce que j'avais vécu à l'horloger de Saint-Paul, que la fête commence, la vie est rien d'autre, avec des gens vous disant, des banquiers vous disant personne ne veut voir de films historiques. Maintenant, les quelques projections, à chaque fois, on a refusé des dizaines et des dizaines de personnes, et les gens disent qu'ils trouvent le film très actuel, très fort, ils sont transportés par le film. Mais à partir du moment où enfin j'ai pu avoir le feu vert pour la préparation, de ce moment-là jusqu'à la fin du mixage, ça a été mais que du bonheur. Et donc une jubilation, oui. Moi, j'ai pris un plaisir là. Et contrairement à Dans la brume, j'avais pas un producteur et un monteur qui allaient m'emmerder, discuter le fait que je tournais des plans longs pour dire le public américain ne comprendra pas que vous ayez des plans longs. J'avais des gens au contraire qui essayaient de me faire plaisir en me disant mais on peut même aller jusque là. Je pense que ça va apporter quelque chose. Donc et j'avais le cadreur, j'avais mon pote Chris Dans la brume électrique qui était là et qui a dû se plonger dans l'histoire de France pour comprendre tous les dialogues français, pour arriver bien à la bonne réplique dans les mouvements et tout. En dehors de la fidélité, puisque vous parlez de vos collaborateurs, aux acteurs, vous êtes excessivement fidèle aussi à votre équipe technique. Oui. Avec Bruno de Kayser. Il y a Bruno, il y a Philippe Sard pour la musique, qui a fait ça aussi une musique. Lui, je l'ai. C'est là la jubilation, aussi ce début avec les sabots des chevaux, la musique de Philippe Sard, on est comme dans un western. Oui, c'était moi j'avais, attendez, c'est ma vieille frustration. Moi qui suis nourri d'Anthony Mann, de Delmer Daves et tout ça, je me dis mais dès que je peux aller tourner dans des paysages comme ça, des extérieurs, et puis arriver à filmer des chevauchés, des cavalcades et tout, là, moi, je m'éclate. À filmer des chevaux et filmer des trains, moi, ce sont deux de mes passions.